Oh oui, oh oui, les amis, bel esprit. Bel esprit est un mot qui rime avec bel esprit. Merci. Merci parce que je sais pas ce qui s'est passé hier. Alors, j'ai même contacté Ali de Catch Club pour lui demander, yo frérot, à tout hasard, t'aurais retweeté une de mes vidéos, enfin retweeté, alors attention, quand je dis retweeté, pour moi c'est le terme générique pour dire repartager. Ouais, donc est-ce que tu aurais repartagé un lien vers une vidéo ou quelque chose comme ça? Parce que je sais pas ce qui s'est passé hier, il y a eu d'un coup presque 100 abonnés d'un coup. Alors franchement, bah, déjà bienvenue et merci à tous les nouveaux abonnés sur la chaîne. C'est peut-être votre première expérience d'une hashtag TLR Reviews, donc mettez vos ceintures parce que ça balance. Oh oui, oh oui. Non mais sérieusement, oui, à peu près une centaine d'abonnés qui sont venus comme ça, boum, en fin d'après-midi. La TLR Stories numéro 2, l'analyse du match à TakeOver marche très très bien, donc encore une fois, merci à vous tous. Oh oui, oui, s'il vous plaît, faites-la marcher parce que même si elle n'est pas monétisée, ça fait des vues en plus, donc bel esprit. Ça peut toujours ramener de nouveaux abonnés. Et... ouais, on sort d'un gros week-end catch. De toute façon, vous l'avez vécu presque en direct avec moi, surtout lors de la review de SmackDown, faite juste après le segment et mon passage sur le show RX. Pour pas faire peur aux nouveaux abonnés, autant vous prévenir, là j'avais un Raw qui venait presque, parce que j'ai fini la muscu, j'ai pris mon repas de post-entraînement, et là je bois chicorée et café. Donc très souvent ça m'arrive d'avoir des relents, comment t'appelles ça? Un RAW, c'est quoi? Pas des flatulences, les flatulences c'est un P. Pas encore sur les TLR Reviews, j'ai dit pas encore, peut-être un jour ça viendra, on sait pas, on verra. Mais non, des reflux gastriques peut-être, bon, des reflux gastriques gazeux, voilà, pour qualifier un RAW. Donc soyez pas étonnés, soyez pas choqués. Voilà, je préfère vous prévenir dès le début parce que ils viennent, je les retiens pas. Et pendant un moment, là j'en suis à peu près à presque 50 TLR reviews, 50 analyses de show. La semaine prochaine, on va en manger 7 d'un coup, je vous le dis, mais ça on en reparlera à la fin de la vidéo. Et donc pendant à peu près les 2 tiers des débuts de ces reviews, je luttais pour retenir mes RAW. Parce que souvent je prends du Monster pour mes reviews pour avoir la pêche. Et là, au bout d'un jour, j'ai dit, bah, tu sais quoi, stop, on arrête. On arrête de se retenir, on lâche tout. Et j'ai commencé à lâcher des rows en pleine review. Donc voilà, c'est pour pas vous choquer. Bon, bref, tout ça pour dire, aucun rapport avec le catch, ce Monday Night Raw du lundi 21 octobre 2024 en direct de Philadelphie en Pennsylvania. Mais, ouais, non. Donc, encore une fois, merci à vous tous. Merci à vous tous pour la vie sur la chaîne. Il y a eu un relan de questions, c'est un truc de ouf. Là, vous avez recommencé à poser plein de questions, donc ça c'est super. Donc dans cette review, on va répondre à deux. Oh oui, oh oui. Et pas mal de choses qui vont arriver sur la chaîne pour les prochains jours. Autant en parler maintenant ou à la fin? Allez, je vais juste dire ça. J'ai fini le vlog, d'éditer le vlog sur Chypre. Je pense très sincèrement qu'il sera sûrement posté dans la semaine, voire peut-être même mercredi, donc demain. Parce que le vlog fait 3h16 minutes. Donc, parti de là, autant le poster, j'ai envie de dire, le plus tôt possible, comme ça vous le matez quand vous voulez, vous le matez tout. Alors, s'il y en a qui vont le mater en une seule traite, d'un seul coup, bel esprit les amis, bel esprit, respect total. Dites-le moi dans les commentaires, mais il faut genre en donner une preuve, genre... ouais, non, mais ça va être dur de faire une preuve de ça. Mais bon, bref. Ouais, non, si vous le matez en un coup, là, respect total. Parce que même moi, ça m'a pris 5 heures pour éditer le vlog en entier. Donc, je l'ai pas fait en un coup. Je faisais des tranches d'1 heure. Donc, des tranches d'1 heure pour un vlog qui en fait 3. Attends, des tranches d'1 heure. Voilà, je faisais 1 heure de vlog. C'est ça, 1 heure de vlog. Et ça me prenait environ 1h30, 2 heures, parce qu'il faut raccourcir les extraits, il faut tous les mater, il faut les enlever ceux qui sont superflus, etc. Et donc voilà, non, je suis très content de ce vlog, franchement. D'ailleurs, c'est la vidéo la plus longue que j'ai jamais faite sur la chaîne, je suis quasiment sûr. Et deuxièmement, vous verrez, c'est un truc de ouf. En fait, je dis pas ça pour le vendre, c'est totalement vrai. Vous verrez c'est quoi la vie sur la route. Vous verrez c'est quoi la vie sur une tournée comme ça à l'étranger, et vous verrez c'est quoi vraiment la vie de catcheur. Vous verrez dedans comment j'organise ma valise quand je fais le Spartiate, surtout quand je pars comme ça pour 3 jours, comment je me change dans les vestiaires, comment également on essaye de s'adapter quand toute la bouffe n'est pas prévue. Par exemple, le promoteur, je sais même pas, on n'avait même pas le petit-déj à l'hôtel. Enfin, non, ouais, je pense pas, j'ai même pas demandé, mais c'est pas grave. Direct, je suis allé faire des courses dès que j'ai pu me poser. Enfin voilà, vous verrez tout ça. Vous verrez comment c'est quand on arrive sur le show. À un moment, vous verrez même dans ce vlog ça, parce que ça, même moi, je veux dire, il y a quelques années en arrière, peut-être c'est un truc que j'aurais jamais filmé, mais là, je m'en fous, j'étais en direct et ça s'est passé. À la fin d'un match, l'adversaire revient dans le vestiaire et vous allez voir l'échange que j'ai avec lui parce que je suis en train de filmer.
Je suis en train de filmer et le mec il arrive, je fais au fait mec, hey, ça va, c'est bien, ça allait, merci pour le match. Et on parle vite fait du match pendant allez 15 ouais, peut-être pas 15-20 secondes, mais ouais 30 secondes. On parle du match et vous verrez, je suis en train de filmer. Et puis bon, c'est franchement, je pense cette vidéo, ce vlog, ça va, c'est une de mes meilleures vidéos parce que c'est entier, c'est sincère, il y a tout dedans, il y a tout. Donc, le titre ça va être vlog tourné à Chypre, catch. Alors attends, c'est comment c'est catch. Alors il y a sport et spiritualité. Voilà ça. Voyage, catch, sport et spiritualité. Vous avez tout dedans. Parce qu'à la fin, je médite au bord de la mer avant de reprendre l'avion pour rentrer à Nice. Il y a du catch, il y a du sport. Je fais un entraînement au bord de la plage. Tout est filmé, les amis. Vous allez kiffer. Si vous voulez découvrir, autant vous kiffez les TLR Stories où on parle de l'ambiance WWE et des backstage à la WWE, autant ce vlog vous allez kiffer parce que ça va vous montrer, je vous redis, la vie d'un catcheur sur la route. Et comme vous y étiez, en pas point of view quand même pas, mais presque. D'ailleurs en parlant de point of view, yo les amis, yo, ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu dans la story, j'en ai parlé vite fait, mais mamma mia, bah, j'en reparlerai plus tard dans la review quand on parlera des American Made, vous verrez. Les amis, donc, hashtag TLR Reviews, commençons de WWE Raw du 21 octobre 2024 en direct de Philadelphie, Pennsylvania. Donc Philadelphie est chaud, ils sont chauds pour Monday Night Raw. Oh oui, oui, et nous aussi on est chaud. On est chaud pour Monday Night Raw et on est peut-être même chaud d'ailleurs pour la TLR Reviews. Parce que dans cette TLR Reviews, il va y avoir du bon, oh oui, oh oui. Et tout, on a quasiment presque tout le roster de Raw qui est arrivé. Vous savez, les petites séquences, comme on dit au début du show, ils filment les mecs qui arrivent avec leur valise et qui sortent de la voiture de location et tout. Là, on a quasiment eu tout le roster. J'ai pas fait les comptes, mais il y en a eu au moins une bonne demi-douzaine. Et apparemment, ça n'a pas plu à Seth Rollins parce qu'il a attaqué Bronson Reed pendant que Bronson Reed arrivait à la salle. Bon. C'est bel esprit parce que ensuite ça s'enchaîne direct. Rollins va dans le ring, il confronte Bronson Reed et tout de suite j'aime cette feud. Pourquoi, mes amis? Parce que déjà ça donne quelque chose à Rollins de sincère et de personnel. Le mec, la dernière fois qu'on l'a vu, il feudait avec, que je dise pas de bêtises, pour le titre de champion du monde et il s'était un peu frité avec CM Punk. Là, vu qu'il s'est fait exploser par Bronson Reed, tout de suite, ça lui donne une raison de s'en prendre à Bronson Reed, primo. Deuxièmement, c'est intense. On va pas voir du Seth Rollins en mode comme ça, le truc relou, naze. Là, on va voir du Seth Rollins sérieux. Donc, bel esprit, bel esprit, bel esprit. Et surtout aussi, ça va permettre d'élever Bronson Reed au statut de, allez, semi-main eventer. S'il gère et s'il assure dans la feud. Donc, tout le monde est gagnant. Et tout le monde aussi est gagnant dans ce segment qui a fait avancer la storyline de façon dynamique et rapide dans un Raw qui va être limité dans le temps d'antenne de 2 heures. Donc, franchement, toutes les bases ont été couvertes. Bel esprit, bel esprit, bel esprit. Oh oui, oh oui. On enchaîne tout de suite avec un match. Alors, c'est pour déterminer les finalistes pour devenir numéro 1, aspirant numéro 1 au titre de champion du monde par équipe WWE. Bon, vous avez capté le truc, hein, si vous avez regardé le show. Donc un match en équipe entre le New Day et les Authors of Pain. Alors déjà, tout d'abord, on voit que Lilian Garcia est de retour à Raw. Bel esprit, c'est, j'allais dire, une des voix de mon enfance, ça oui, ou de mon adolescence en tout cas, et elle est là pour présenter un de mes anciens colocataires, Akam, avec qui j'ai vécu presque un an, à Orlando. Alors, avant de commencer le match, franchement les amis, parce que j'ai eu cette question, je crois, c'était dans la dernière tele review de celle de SmackDown, il me semble, par rapport à Karrion Kross. Là, franchement, autant j'avais répondu, son run à la WWE, c'est à la fois une réussite, mais un échec, parce qu'il catch jamais, mais il est toujours employé, donc c'est une réussite de ce point de vue-là. Mais maintenant, franchement, je me demande vraiment de plus en plus ce que Triple H voit en lui, en fait. Parce que ça, je sais de source sûre que Triple H aime beaucoup Karrion Kross, ok, d'accord, pas de problème, hein, c'est le business marche comme ça. Et puis le mec, il a un bon petit look, micro, ça passe, dans le ring, ça passe aussi, mais là, en fait, il catch jamais. Et même maintenant, là, je veux dire, il change de look toutes les demi-heures. Donc le truc, c'est, frérot, je sais pas, montre quelque chose. Alors oui, bien sûr, tu nous montres ta jolie femme Scarlett Bordeaux, ça, bel esprit, bel esprit, bel esprit. Oh oui, oui, hashtag jaloux. Mais, ouais, je sais pas ce qu'ils voient en lui, en fait. Est-ce qu'ils font partie de la même société secrète? Je sais pas, peut-être, on sait jamais. Peut-être des fois ça marche comme ça aussi. C'est pas même pas peut-être, ça marche souvent comme ça aussi. Que ce soit dans le catch ou dans n'importe quoi d'autre. Mais dans tous les cas, je sais pas. À voir, je sais pas, je comprends pas pourquoi Karrion Kross on le met autant en avant dans des segments où il catche jamais, parce que moi frérot, je veux bien taper, hein, je suis à la télé toutes les semaines, je catche pas, je prends aucune chute, bel esprit, bel esprit, bel esprit quoi. Donc j'ai mentionné mon colocataire Akam. Alors peut-être, alors les amis, attention, alors ça, ce match, bel esprit. Enfin bel esprit pour nous, la communauté du bel esprit et la chaîne Tom Laruffa et sa communauté, d'accord, ok, mais pas bel esprit pour
le gang des serpillères. Parce que le clan des serpillères, le gang ou le clan, on sait pas trop, c'est pas grave, vous captez l'idée, le clan des serpillères a recruté dans ce match. Hein. Là, c'est sûr. Alors déjà, il a recruté dès le début du match avec Akam. Akam, mes amis, le mec fait 1m95 pour 120 kg, shoot, ok, je l'ai eu en face de moi, je l'ai eu dans mon appart, il m'a aidé à enlever le canapé de mon appart quand j'ai quitté mon appart à Orlando, qui était à 10 minutes du Performance Center. Donc le mec fait 1m92-95 pour 120 kg, legit, ok. Il avait fait 3ème au championnat du monde de lutte, moins de 20 ans, lutte libre. Donc le mec c'est un tueur. Il se fait défoncer par le New Day dès le début du match. Alors, New Day, ok, bel esprit, on les respecte niveau catch, mais là, niveau crédibilité... Donc, le gang des serpillères a recruté Akam au début de ce match. Ensuite, pendant le match, R-Truth revient pour s'en prendre à The Miz, et là aussi, alors, magnifique, AOP, Authors of Pain, perdent le match. Et donc, c'est là que je dis un gros bienvenue dans le clan des serpillères. Alors, pas juste à AOP, pas à Authors of Pain, pas juste eux, mais à quasiment tout le testament final. Le testament final, aujourd'hui, rentre officiellement dans le clan des serpillères. Pourquoi ? Les amis, alors, ils sont littéralement 6 dans le groupe, d'accord ? Karrion Kross, Scarlett Bordeaux, Paul Ellering, Miz, qui était ringside aussi, et Authors of Pain. Donc 6. Ils sont 6 dans le match, d'une façon ou d'une autre, contre juste les 2 du New Day, Xavier Bois, que j'ai même pas encore mentionné, et Café Kingston, d'accord ? Et ils perdent clean. Le gang des serpillères s'agrandit. Et là, ça devient vraiment un gros clan. Il va falloir faire des t-shirts avec une grosse serpillière dessus. Et suite à ça, donc on a le grand retour des Wyatt Six, donc Bel Esprit, qui s'attaque au Final Testament. Alors, autant c'est super de revoir les Wyatt Six, parce que ça leur donne, vous savez, le fait de ne pas les voir tout le temps, ça leur donne cette vibe surnaturelle. Et ça, c'est très très bien booké, c'est très intelligent de faire ça. Oh oui, oh oui. Maintenant, soyons honnêtes, mes amis. Hein. J'adore Akam, j'adore Guzim, Rezar. Il y en a un qui est indien et l'autre il est albanais. Guzim, il était trop marrant. Il me faisait délirer parce que quand on était au Performance Center, en fait, pareil, quand il y avait cette vibe européenne, tout de suite, les Européens s'entendaient bien à NXT et à la WWE. Et donc, Guzim, quand il a su que j'étais français, il me disait putain, moi j'avais une prof de français, elle me gonflait, elle m'obligeait, et chaque fois elle m'obligeait à travailler, et chaque fois que je faisais une bêtise, elle me disait non, Guzim, non. Et il me disait que ça en fait. Bon, voilà, c'était pour la petite histoire. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que pendant le Covid, je l'avais recontacté une fois parce qu'il était en Europe, il est aux Pays-Bas, Guzim. Et à la base, c'est un mec néerlandais, bon, albanais, mais il a grandi aux Pays-Bas, quoi. Et je l'avais contacté, je fais mais gros, tu veux pas un peu catcher quand ça reprend en 2021-2022 parce qu'il était pas encore reparti aux States. Il m'avait raconté une histoire de ouf en fait. Parce qu'il avait dû rentrer en catastrophe à cause des... Non, alors je crois qu'il était en vacances en Europe et il a pas pu repartir à cause des frontières fermées. Donc en fait, il continue à payer son loyer aux States alors qu'il vivait plus dans l'appart. Enfin un truc de ouf. Et quand c'était à Backlash Lyon et SmackDown à Lyon qui me racontait tout ça. Parce qu'on a parlé une bonne demi-heure, Akam et Rezar. Et ouais, il me disait qu'en fait, il avait été obligé de dire à un pote de rendre les clés pour lui. Enfin, c'est un truc de ouf. Le COVID, ça avait été vraiment une période de MERDE. Mais bref, tout ça pour dire, autant je les adore. Hein. Autant j'adore Akam et Rezar. Autant j'ai peur que la foule soit pas investie dans cette feud. Parce qu'en fait, ils sont pas investis émotionnellement dans le Final Testament. Surtout que maintenant qu'ils font partie du gang des serpillères, ils sont bookés n'importe comment le testament final. Hein. Donc, comme la foule s'en fout en fait. Alors, parlons franchement les amis. La foule s'en bat les steaks du testament final. Donc de foutre les Wyatt Six contre eux dans une feud, je pense pas que la foule va s'y intéresser. Et pire, je pense pas que ça va continuer à construire les Wyatt Six autant que s'ils les avaient mis contre le Judgment Day par exemple. Parce que si vous aviez fait Judgment Day contre Wyatt Six, là oui ça aurait envoyé du pâté, notamment avec peut-être le retour de Finn Balor en démon, qui aurait peut-être même rejoint les Wyatt Six, qui sait, si Uncle Howdy était rentré dans la tête de Finn Balor pour lui dire libère le démon et tourne contre ta propre famille, ça aurait été énorme. D'ailleurs je vous le dis pas tout de suite, mais souvenez-vous de cette review où j'énonce cette idée. Feud Judgment Day Wyatt Six, ça va arriver à WrestleMania, je pense, et Uncle Howdy va ramener le démon qui va tourner contre le Judgment Day et passer babyface. Ah là 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 là. Mais bon, avant de faire feuder donc le Judgment Day contre les Wyatt Six, je pense qu'il faut sortir Liv Morgan de la picture, du décor de championne du monde. Parce qu'elle a les mains pleines avec Rhea Ralenti et compagnie. Donc, tu peux pas mettre Liv Morgan contre Sister Abigail si elle est toujours championne.
Ouais, remarque, ça ferait un bon push à Sister Abigail. Mais pour l'instant, les Wyatt Six sont pas encore assez établis pour avoir des feuds solo. Ouais. Ouais. Bref, alors, en tout cas, une chose est sûre, la WWE, c'est qu'ils savent faire mousser les ceintures de Crown Jewel. Ça, oui. Parce qu'on a tous ces petits segments où on les voit avec les transportés par des genre, limite dans un fourgon blindé, ils les nettoient bien, ils les font briller. Ça, ils sont doués pour faire mousser ces ceintures et faire mousser plein de choses. En parlant de faire mousser plein de choses, il y a une catcheuse qui a grave moussé dans ce match, qui a suivi un match encore en équipe, d'ailleurs, il n'y a eu que des matchs en équipe presque, entre Damage Control, les magnifiques, et opposé à Liv Morgan et Raquel Rodriguez. Alors, comme je disais, la WWE est douée pour faire mousser, et là, dans ce match, ils ont fait totalement mousser Raquel Rodriguez. Il n'y en a eu que pour elle. On voit pas Liv Morgan dans le ring, sauf à la fin du match, et quand Liv Morgan rentre, c'est juste pour s'en prendre plein la gueule. Ça, par contre, faut quand même avouer que le booking de Liv Morgan en championne est pourri. C'est pourri. Alors ok, c'est une heal, ça d'accord. On est ok, d'accord. Quand on est heal, ok, faut être peureux, faut des fois s'enfuir en courant, comme Sylvester Lefort, un bon français. Mais non, parce que t'es quand même championne, donc tu devrais quand même être une menace crédible pour quoi que ce soit. Bon bref, et ouais, donc le booking de Liv Morgan. Ce qu'il y a de bien avec Damage Control, c'est qu'il n'y a pas besoin avec elle au moins de rajouter un bruit de fond à la foule. Et non, parce qu'elles sont tellement efficaces et tellement talentueuses, franchement, je les adore. Je les kiffe. Alors, parlons peu mais parlons bien, mes amis. Autant, la dernière fois dans la review de SmackDown, j'avais dit me gustas mucho las latinas, muy bonitas las latinas, oh oui, latina, c'est la vie. Autant, deux magnifiques, jolies asiatiques qui savent catcher. Mouah. Ça aussi, ça a énormément de charme. Oh oui. Et d'ailleurs, petite dédicace aussi à Watashi wa Frensujin desu ka. Non, c'est ça, oui, deska. Deska, c'est la question, quoi. Watashi wa Frensujin desu. Ou Watashi wa Frensujin desu ka. Bon, grosso modo, c'est je suis français. Je crois. J'avais pris des cours de japonais à un moment. Online, il y avait une application, c'était pas Duolingo, c'était autre chose. Online, il y avait des cours de japonais. Et ouais, c'était ça. En fait, je me souviens que de ça. Après, il y a Sukhoi aussi, Sukhoi. Bon, le classique, hein, ça, c'est pas. Ça me demandez pas comment je le sais. C'est des copains pervers qui m'ont parlé. Bukake, bien sûr, classique. Mais après, Watashi wa Furoresu. C'est que Domo arigato. Gozaimasu. C'était énorme. Quand il y avait Tajiri, non, Tajiri ça va, il parle un peu anglais. Mais quand il y avait eu Kodai Nozaki à la HCP, Heritage Catch Professionnel, pour lesquels je catch le 2 novembre à Bolène, et il y a un petit stage de 4 heures l'après-midi du show, de midi à 16h pour les intéressés, à Bolène, à côté d'Avignon. Quand il y avait eu Kodai Nozaki qui était venu faire le stage, il parlait très très mal anglais, donc on avait tous notre application de traduction, c'était Reverso je crois pour moi, on parlait en français, ça traduisait en japonais, on mettait lecture, c'était énorme. Et même moi, des fois, en fait, comme ça écrivait phonétiquement le japonais, et ben je lisais en japonais phonétiquement et il était mort de rire, Kodai, il était adorable. Kodai, c'est le champion actuel, je crois, il est toujours champion de la Kyushu Pro Wrestling, qui est la plus grosse fédération en promotion de catch du sud du Japon, sur l'île de Kyushu d'ailleurs. Et je sais pas pourquoi j'ai eu un flash direct en parlant des îles du Japon. Comment ça s'appelait? Ghost of Tsushima. Énorme jeu, mes amis, énorme jeu. Est-ce que le 2 va sortir? Dites-le moi s'il vous plaît dans les commentaires. J'ai même plus le temps de suivre l'actualité là, l'actualité des jeux vidéo. Je sais que le Assassin's Creed, le nouveau, là, il a fait des vagues. Ils ont repoussé la sortie, je crois, par rapport au fait que ça a choqué la culture japonaise, ou même le ministre japonais, je sais plus. Mais ouais, Ghost of Tsushima, c'était un gros jeu, hein. C'était énorme. De défier les mecs au sabre. Waouh, bel esprit. Ouais, franchement, je l'avais kiffé. Bon, bref, attendez, bon, on reprend. Ouais, bon, les japonaises, Damage Control, je vous kiffe. Oh oui. Vous savez catcher, vous êtes magnifiques. Oh oui, par contre, elles sont minuscules. Ah, ça, je vous le dis. Bon, de toute façon, on le voit dans les vidéos, mais je vous dis, bon, quand je les ai vues en vrai, c'est la première fois que je les voyais en vrai à Raw et à Backlash. Pas à Raw, à SmackDown et à Backlash à Lyon. Yo, elles sont minuscules. Mais ce qui est petit est mignon. Oh oui. Et elles sont très mignonnes. Bref, allez, le match se termine en disqualification, ce match en équipe, avec une intervention de Lash Legend et Jack Hart Jackson, que elle aussi je trouve très attirante et bel esprit. Et franchement, c'est cool de les voir encore à l'écran et de voir cette intervention. Bon, ça fait un match qui se termine sans gagnant, mais c'est bien parce qu'au moins ça nous fait oublier le salaire de Jade Cargill. Donc tout le monde est gagnant. Encore plus Jade Cargill avec son salaire, vu qu'on l'a même pas vu du show et qu'elle est quand même payée. Rhea Ralenti arrive. Et continue à s'en prendre à Liv et à Dom, et elle les défonce, et ils sont obligés de s'enfuir en courant. Alors mes amis, je sais que c'est une grosse babyface et que beaucoup l'aiment.
Moi, personnellement, je commence à me lasser du booking de Rhea Ralenti. Elle est pas bookée comme une babyface. Alors, à la base, son personnage, c'est un look et un comportement de heel. Et un babyface doit être en difficulté pour que le public la kiffe. Rhea Ralenti, elle détruit tout sur son passage. Ça devient, en fait, alors bon, moi de mon point de vue de catcheur, ça devient relou. Il y a aucun enjeu, il y a aucun suspense, il y a aucun moyen j'allais dire, de développer un quelconque, je vais pas dire intérêt de la foule, mais un quelconque up and down. La seule fois où elle a été en difficulté récemment, c'est quand Liv Morgan lui avait blessé la jambe. Mais même ça n'a pas duré. Ça a duré genre peut-être quelques 2 semaines. Et après, ils se sont fait exploser. Le gang des Serpillères a recruté Liv Morgan et Dominique lors de, que je dise pas de bêtises, c'était Bad Blood, je crois. Où on avait officiellement lancé le clan des Serpillères. Non, c'est tout le Judgment Day, voilà. Yo, le clan des Serpillères, il y a le Judgment Day et le Testament final. Énorme. Que les clans de Hill, en fait. Bon, bref. Et ouais, elle est trop bookée en mode Superman. Et c'est pas moi qui le dis, il y a beaucoup de fans de comic book qui le disent. L'un des pires babyface des comic books, c'est Superman. Parce qu'il a aucune faiblesse. Et si un mec, un héros a pas de faiblesse, c'est dur de vraiment l'encourager. Parce que oui, on l'encourage parce qu'il est cool, mais on encourage quelqu'un quand il est en difficulté. Ça, c'est la base de n'importe quelle histoire qu'on raconte. Pourquoi Rocky, c'est aussi bien comme film? C'est parce que Rocky s'en prend plein la gueule tout le film. Et on veut voir qu'une seule chose et on l'aime tellement. Il est tellement bien établi et on a tellement une forte connexion émotionnelle avec lui qu'on veut le voir revenir. C'est bon. Il ne faut pas chercher à réinventer la roue, les amis. Hein. Et bon, après, je dis ça comme ça parce que des fois, j'explique ça à des jeunes catcheurs et ils me regardent avec des gros yeux. Je fais non, mais les gars. Écoutez, alors je vais pas dire que je suis le plus grand catcheur de l'histoire. Non. Mais j'ai quand même 20 ans d'expérience dans le business. Et quand vous allez voir, au fur et à mesure que vous allez voir les TLR Stories que je vais sortir, dont la prochaine sera mes interactions avec Vince McMahon. Et je pense que je vais en filmer plusieurs en avance. Comme ça, au moins, je vais peut-être pas attendre tous les mois pour en sortir. Je verrai, on le fera au feeling. Mais dans tous les cas, quand vous allez voir aussi le vlog à Chypre, quand vous allez voir ce que j'ai filmé à la Rix l'autre fois, que personne n'a fait ça, non seulement dans le business en France, et je crois même dans le business tout court. Ah, mes amis. Oh oui. Ah oh. Bref. Après ça, un autre match en équipe encore, c'était le show des matchs en équipe, à part le main event, j'ai l'impression. Le deuxième semi-final pour le tournoi pour déterminer l'aspirant numéro 1 au titre de champion du monde par équipe entre la LWO, composée de Ray, le roi du mystère junior, ou roi du mystère tout court, parce qu'il a plus le junior je crois, et Dragon Louis, contre American Made. Alors, tout d'abord, avant même de commencer, Dragon Lee, LWO, Latino, alors qu'on l'a vu devant un temple japonais la semaine dernière dans une vignette, peut mieux faire, mes amis, peut mieux faire, les petits scripteurs de la WWE. Ensuite, alors, un peu, même beaucoup, comme les francs-tireurs, ça fait toujours délirer de voir des heels, mais qui représentent leur pays. Parce que American Made, ils arrivent avec un gros drapeau américain. Le drapeau américain partout sur la tenue, sur l'écran, American Made dans le nom. Comme franc-tireur, français, libre, franc, c'est... la France a cette beauté que son nom signifie liberté. Que le nom, aujourd'hui. Surtout avec le FDP qui sert de président. Oui. FDP, ça veut dire fils de président. Non, je pense pas qu'il soit fils de président, mais bon, vous avez compris. Bref, la France a cette beauté que son nom signifie liberté. France, franche. Ville franche, c'est une ville libre. Bref, donc, comme les francs-tireurs qui ont le nom de leur pays dans le nom du clan, les francs-tireurs à la Rix, le clan dont, dans un sens, malgré moi, malheureusement, je suis le leader, parce qu'on m'a mis dans cette position. Parce que dans la vie, soit vous mourrez en héros, soit vous vivez assez longtemps pour devenir le méchant. American Made, c'est pareil, ils ont America dans leur nom. Et ça me fait donc toujours délirer de voir des heels comme ça qui représentent leur pays. Ça me fait délirer. Et donc, comme je vous dis, par rapport aux francs-tireurs, du catch en POV. Alors, pas vraiment catch pour l'instant, mais ça va venir, le catch en POV, avec la petite caméra que j'avais sur le front. Vous allez kiffer. Je vais attendre que le prochain show Rix soit publié sur la chaîne Rix sur YouTube. Quand ça sera fait, je vous balancerai la vidéo qui sera, je pense, un truc du genre « Vivez les francs-tireurs de l'intérieur comme si vous y étiez ». Ça sera énorme. Franchement, ça sera énorme. Hier, j'ai transféré toutes les vidéos sur l'ordi là que j'avais filmé avec la caméra frontale. C'est énorme. Parce que vous entendez tout, en fait. Vous entendez tous les petits commentaires que je dis à Antoine Bernard dans le ring quand la foule me hue tellement que je peux même pas parler.
C'est énorme. Vous vivrez ça de l'intérieur. Vous allez kiffer. Dites-moi dans les commentaires si vous tarde de voir cette vidéo. Bah, de toute façon, après, je vais être obligé. Pour être réglo, je vais attendre que la RIX la publie sur leur chaîne, ça c'est clair. En plus, il me faudra le footage de l'extérieur. Je ferai une combinaison entre les deux. Comme ça, vous pourrez voir comment l'action telle qu'elle est à l'écran RIX, mais après, telle que moi je l'ai vécue avec ma caméra. Oh oui, bel esprit. Bon, bref, avant d'y arriver, mes amis. Dans ce match, nous avons vu enfin un plongeon avant la pub, avant la coupure pub. Ah, parce que là, je vous redis, bon, ça je le dis dans toutes les reviews, mais c'est parce que maintenant, c'est limite, ça me choque. Autant avant, ça me choquait de voir un plongeon avant littéralement chaque coupure pub, mais là, maintenant, il n'y en a plus quasiment. Il n'y en a eu qu'un seul. Et quand j'en vois un, je me fais, ah tiens, il y en a un. Donc maintenant, c'est l'inverse. C'est l'effet du balancier. Vous savez, c'est savoir hermétique, principe hermétique du rythme. Plus tu vas d'un côté, plus tu vas swinger de l'autre. En fait, autant avant, j'étais choqué de voir que des plongeons avant la pub. Maintenant, je suis choqué de ne plus en voir. C'est énorme. Oh oui, les principes de vie hermétique, c'est la vie. Le Kybalion, mes amis. Lisez ce livre. Oh oui, je l'ai toujours pas, mais il est là-bas. Il faudrait que je vous le montre un jour. Il faudrait que je fasse une review avec le Kybalion dans la main. Oh oui. Trendsurfing aussi, j'en parle beaucoup dans mon vlog à Chypre. Vous allez kiffer. Hein. Pour ceux qui sont un peu dans tout ce qui est ésotérisme, comprendre comment marche la vie et l'univers et les énergies, jetez-vous sur Trendsurfing. Hein. J'en parle énormément dans mon vlog à Chypre. Regardez-le, vous ne serez pas déçus, mes amis. Alors, après par ce plongeon avant la pub, bon, c'est un bon petit match par équipe, franchement. Maintenant, gros commentaires et observations, parce que les énergies de l'univers sont liées, tout est relié. Et récemment, j'ai vu un extrait d'interview de Bret Hart qui date un peu, je pense, mais où Bret Hart disait que Rey Mysterio, c'est lui le GOAT. C'est vraiment lui le best there is, best there was, best there ever will be. Et ça demande beaucoup de réflexion, mais je vois pourquoi il dit ça et je me demande s'il n'a pas un peu raison. Je vous explique. On nous vend Dragon Lee comme le futur Rey Mysterio. Non, ça arrivera jamais, ça je vous le dis tout de suite. Pourquoi ? Parce qu'il est trop lourd et il est pas assez explosif. Rey Mysterio, il est tellement expérimenté, il a tellement une carrière de ouf, et surtout très important, alors là, écoutez le catcheur qui est en moi, vous allez comprendre ce que je veux dire, il est tellement léger de poids de corps, qu'il peut tout faire, et il peut littéralement tout faire. Et même frôler la mort à 2 reprises. Une fois contre Logan Paul où il était trop court sur son moonsault et que Logan Paul s'est jeté en dessous pour le rattraper. Et là, pour tous ceux qui disent oui mais Logan Paul, faut voir s'il va vraiment devenir une grosse superstar. Rien que dans ce moment, il a montré qu'il a le catch dans le sang et que c'est un pro. Et qu'il ira loin. C'est le genre de petit instant que tu te rends compte, ok, ce mec-là, il a capté c'est quoi le catch, et ce mec-là, un jour, il y arrivera, s'il y met la motivation et s'il y met le travail. Mais le travail, il y est déjà. Quand tu peux pas sauver Rey Mysterio comme Logan Paul l'a fait, je crois que c'était à WrestleMania ou je sais plus où, à quel événement. Tu peux pas sauver une légende comme ça en slidant en dessous, le rattrapant du bout du bras et le relever et lui sauver la vie, littéralement, si t'as pas ça dans le sang. Primo. Et là, pareil, dans ce match, on a vu Brutus Creed, pareil, sauver la vie de Rey Mysterio. Alors là, c'était peut-être Brutus qui était trop près de lui, mais le mec, il le rattrape dans les mains, il le fait pivoter, il le reprend et il reprend le match comme si de rien n'était. Ça, mes amis, seulement avec Rey Mysterio, vous pouvez le faire. Parce que le mec, il est tellement léger, et je redis, il a tellement d'expérience que le Rey Mysterio, encore à 50 ans passés, il vous sort des prises que personne d'autre fait. C'est probablement the best there is, the best there was, the best there ever will be. Oh oui. Il y en a un seul qui aurait pu être, de mon expérience, en plus je peux le dire parce que j'ai catché avec lui et je l'ai connu personnellement, il y en a un seul qui aurait pu, et qui pourrait encore éventuellement, mais il faut voir un peu ce qu'il fait dans sa vie et s'il a la tête bien arrangée, qui aurait pu être le nouveau Rey Mysterio, c'était Kalisto. Il avait exactement tout pour ça. Il avait la même taille, il était aussi dynamique et surtout aussi léger. Et il fait toujours des trucs de ouf dans le ring. Ouais. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais moi je pense pas que Dragon Lee sera le nouveau Rey Mysterio. Ça sera une sorte de Sin Cara. Peut-être un Ultimo Dragon qui était pas mal, mais Ultimo Dragon faisait pas la moitié de ce que faisait Rey Mysterio. Pour être un bon voltigeur, faut être ultra léger. Et faut pas être trop musclé non plus. Enfin bref, mes amis. Les Chris Brothers avec leur moonsault et compagnie et super move de babyface, bon, pareil. Je sais pas trop ici. Enfin, j'allais dire, je sais pas s'ils ont compris ce que c'est d'être heel. Non. Je pense qu'on les laisse faire ces prises. Mais ça va complètement à l'encontre de toute histoire que tu tentes de raconter. Bon, enfin bref. Victor Des Latino. LWO for Life. Bon, j'ai pas mon short, mais j'en ai un aussi de short LWO. 10 balles sur AliExpress. Bel esprit, même qualité quasiment que dans certains magasins ou shop online où vous les achetez 4 fois plus cher. Et donc, la semaine prochaine, on a un triple threat match pour déterminer les aspirants numéro 1 au titre par équipe mondiaux entre LWO, New Day et les War Riders, que j'aime beaucoup leur nouvelle vibe également. Et comme Raw fait que 2 heures, ce show est passé super vite et donc nous arrivons avec un match
intercontinental en main event, bien évidemment un match bien attendu entre Bruno Breezer, Bron Breakker et Jey Uso. Oui, encore une fois, s'il y a des nouveaux qui regardent les TLR Reviews, je préfère vous le dire, je francise tous les noms. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on faisait à NXT avec Marcus. Avec Marcus, on se faisait tellement liège des fois dans les vestiaires que on francisait tous les noms. Donc ça nous donne Bron Breakker, Bruno Breezer, ça on me l'avait soufflé dans les commentaires. Il y a Drew McIntyre, André McEnthier, Pete Dunne, Pierre Dune de Sable. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait à Raw, Gunther, Gontran ou Gauthier, ça dépend, un des deux. Enfin voilà, c'est comme ça qu'on se tape des barres sur la chaîne. Oh oui, oh oui, et vous êtes plus que bienvenus pour vous taper des barres avec nous. Oh oui, oh oui. Donc, dans ce main event pour le titre intercontinental, Jey Uso, méga over. Et ça fait plaisir. Comme d'hab. Pourquoi aussi? Alors là, faut pas se jouer la face, parce qu'il a une entrée de musique, une entrée et une musique d'entrée, un thème d'entrée de ouf. Oh oui, oh oui. Et un thème d'entrée, là, on se rend compte avec Jey Uso que c'est quand même vachement important. C'est ce que m'avait dit Howard Finkel. Il était un jour venu il était venu backstage à un show NXT. Il avait passé un peu de temps aussi au Performance Center. C'était en 2015, je crois. Je crois que je catchais pas sur ce show. Ou alors je manageais Billy Kay. Ouais, je crois que je manageais Billy Kay. Et j'étais allé m'asseoir avec lui. Il nous a quittés, je crois, Howard Finkel, malheureusement, paix à ton âme. Mais Howard Finkel, pour ceux qui ne savent pas, parce que des fois il y a des jeunes qui ne savent pas, c'était le présentateur, le in-ring announcer, le Lilian Garcia de l'époque, mais de la WWF des années 80 jusqu'à milieu 90, voire même fin 90. Et je m'étais assis avec lui et je lui avais posé plein de questions. Et je me souviens, vu que lui il présentait les superstars au micro, je lui avais posé 2 questions. Premièrement, je lui avais dit quel est le catcheur qui, toi, t'a le plus marqué vis-à-vis du travail de la foule et qui, selon toi, quand il était dans le ring, savait le plus ce qu'il faisait. Et il m'avait dit c'était Bret Hart. Parce que Bret Hart, il pouvait s'adapter à n'importe quelle foule. En quelques instants, il pouvait capter à quoi la foule réagissait et il adaptait son style de catch et ses matchs à ça. Bel esprit. Parce que je veux pas, bien évidemment, pas me mettre au niveau de Bret Hart, mais vous savez maintenant, et je sais pas, non ça je sais pas, je pense pas que j'en parle dans le vlog à Chypre, mais très souvent à Chypre, pour les 3 matchs que j'ai eu, c'est ce que je disais. Je disais, mec, quand on commençait à se préparer pour le match, je disais, mec, je peux pas te dire à l'avance ce qu'on va faire, il faut que je sente la foule. Il faut que je sorte et que je sente la foule. Et maintenant, c'est très souvent comme ça. Il faut que je sorte, je fasse mon entrée et que je sente l'énergie de la foule pour savoir, ok, ce soir, ils vont réagir à ça, ce soir, ils vont être plus dans ce genre de catch, et après, en fonction de ça, on s'adapte. Oh oui, oui. Et donc, maintenant, à 40 ans, avec 20 ans de catch, je comprends exactement ce que disait Howard Finkel vis-à-vis de Bret Hart. Deuxièmement, Bret Hart. Hart, c'est pas le cerf? Oui, il me semble que c'est le cerf, Bret Hart. Il me semble. Bon, bref, peu importe. Non, c'est autre chose. Cerf, c'est autre chose. Bon, peu importe, c'est pas grave. Mes amis, deuxième chose que m'avait dit Howard Finkel, c'était, je lui avais posé la question, toi, alors qu'est-ce qu'il m'avait dit? Oui, voilà, c'est ça. Comment, vu que tu as présenté les plus grosses superstars vu que vous avez présenté, monsieur, les plus grosses superstars de l'histoire, qu'est-ce qui fait qu'une superstar peut connecter avec une foule, notamment dans son entrée? Et là, il m'avait répondu, la musique d'entrée. Parce que la musique d'entrée, c'est la première chose que la foule va entendre à ton sujet. Et si t'as pas une musique qui pète, ou alors qui est adaptée à ton perso, ou qui donne envie à la foule de se lever ou de réagir, ça va être dur. Et donc, mes amis, c'est pour ça que je dis Jey Uso méga over, et ça aide avec le thème d'entrée qu'il a, qui est franchement super top. Et on l'avait vu d'ailleurs, notamment à Backlash Lyon, mes amis. Et lui, au moins, Jey Uso ne rentre pas sur une musique disco. Oh non, oh non. Je vous renvoie à la TLR Stories numéro 2 où le catcheur français qui a catché à TakeOver Fatal 4-Way rentrait sur attention, attention, les légionnaires sont là. Là, la musique part. Et après, les légionnaires sont arrivés. Oh oui, oui, c'était ma voix. Je l'avais enregistré au studio du Performance Center en 2014. Pourquoi pour TakeOver. Oh oui, oh oui. Ça, on en parlera. J'ai trouvé un nouveau sujet de TLR Stories que j'ai mis il y a quelques jours. C'était mon expérience à WrestleMania 30. Aussi bien à Access que dans les vestiaires. Ou alors c'est... Non. Je pense que le titre de la vidéo, ça sera dans les vestiaires de WrestleMania 30. Ou quand j'étais dans les vestiaires de WrestleMania. Un truc comme ça. Ça aussi, ça va être une TLR Stories de ouf. Ouf. En parlant de ouf. Donc le match commence direct entre Bron Breakker et Jey Uso par des coups de poing et des coups de pied. J'ai trouvé ça bizarre, parce que même si, alors je vais pas dire qu'il y a de l'animosité entre les deux, mais un peu quand même, je me suis dit, là, dans un match comme ça de championnat où ils veulent montrer lequel est le meilleur catcheur, commencez par un lock-up, les amis.
commencer par du catch, par de la lutte, pour montrer donc justement qui est vraiment le meilleur catcheur. Mais bon, non, ils sont partis direct à coup de poing, coup de pied, et le match est parti, pas à 300 à l'heure, mais presque, avec beaucoup d'action et beaucoup de spots. Alors, pas mal de choses dans ce match, mes amis, pas mal de choses. C'est parti. C'est toujours utile d'avoir un vrai catcheur aux commentaires. Et je dis pas ça parce que je commente, et je dis pas ça parce que je suis un vrai catcheur, je dis ça parce que quand on fait du catch, ça donne une autre profondeur aux commentaires que si vous êtes juste un fan, un glorified fan qui veut faire l'expert mais qui a jamais pris de chute de sa vie. Point barre. Là, alors, certains vont pas être d'accord et vous avez tout votre droit et c'est vrai déjà, c'est vrai qu'on peut avoir par exemple des très grands commentateurs de foot qui n'ont jamais été footballeurs. Mais moi je suis désolé, je préfère avoir un mec qui a fait ça et qui sait de quoi il parle. Oh oui, oh oui. Surtout s'il sait parler. C'est vrai que si c'est un sportif qui a aucune personnalité, qui sait pas parler, qui sait pas enchaîner les phrases sans la langue qui fourche ou sans faire de répétition ou quoi, c'est de la MERDE, ça c'est clair et net. Mais quand le mec il a la tchatch et il a une grosse carrière derrière lui, mais je préfère avoir largement ça que, je le redis, des fans aux commentaires. Parce que très souvent les fans veulent faire les experts, mais on se rend très vite compte en discutant 45 secondes avec eux, ou rien qu'en les écoutant parler, qu'il n'y a rien derrière. Et ils veulent justement se faire mousser, mais frérot, t'as rien fait de ta carrière, donc ferme ta G-U-E-U-L-E. Oh oui, oh oui. Et pourquoi je dis ça? J'ai commenté en HCP Ambition numéro 3 qui a été publié vendredi dernier. J'ai pas pu regarder encore le show en entier parce que j'étais tellement occupé ce week-end et là aussi ce début de semaine. Mais j'ai regardé 2 matchs et franchement, ça m'a étonné quand même. Ça va. Alors, c'est pas pour me lancer des fleurs, je m'en bats les steaks. Hein, c'est pas pour en mode ouh, qu'est-ce que j'étais bon, non. Mais j'ai trouvé que ça rendait bien quand même à un seul commentateur. Je sais pas si vous l'avez vu, je vais peut-être le mettre en lien, ouais je le mettrai en lien de description. Allez le voir s'il vous plaît, faites-moi un retour. Alors soit en commentaire de cette vidéo, soit sous le lien HCP. Parce qu'au final, si la vidéo marche bien, ils vont... Bon après, c'est prévu que je refasse d'autres shows pour eux, bien sûr, ça c'est sûr. Tout comme je l'ai fait pour TPW Premium. Mais si ça marche vraiment bien, peut-être ils vont faire, oh, c'est bon Tom, on te garde en solo. Même si 1h30, seul c'est balèze. Hein. Ouais. Et... ultra méga respect à la vôtre, les amis. Ultra méga respect à Joey Styles qui te faisait des pay-per-view de 3 heures, quoi. Un truc de ouf. Et en parlant de Joey Styles, c'est ECW, Extreme Championship Wrestling. Extreme Championship Wrestling. Énorme le thème d'entrée de ECW. Dans le vlog à Chypre, je précise que j'ai pu faire à l'improviste, sans que ce soit prévu, une interview de Ulf Hermann. Ulf Hermann qui est un catcheur allemand qui a une énorme carrière et notamment qui a été à la ECW fin des années 90 et qui était backstage au premier pay-per-view Berlin Legal, je crois, de la ECW. Énorme. Cette interview va être énorme. Bon, elle est en anglais, je ne vais pas la sous-titrer en français, je le redis, mais dans tous les cas, franchement, vous allez kiffer pour ceux qui parlent anglais. Oh oui, oh oui. Et qui sont curieux de l'histoire du catch européen notamment, et notamment en parlant d'histoire de catch, hier la TLRAM, gros début pour elle aussi. La TLRAM où je me suis flingué, redéclenché l'asiatique le 23 mai 2009. Oh non, oh non. Mais franchement, le TLRAM, pareil, je kiffe. Je kiffe les faire, je kiffe vous les présenter. Et ce que j'adore, c'est que beaucoup d'entre vous, et ça me fait franchement très sincèrement chaud au cœur, vous me dites, il y en a un qui m'a dit, un ou deux qui m'ont dit, ça me fait littéralement plus plaisir de te voir redécouvrir tes propres matchs que de découvrir les matchs moi-même. Bel esprit, parce que c'est très vrai. La plupart de ces matchs, je les ai regardés qu'une fois dans ma vie, après le match, pour voir un peu ce qui rendait bien, et c'est tout. Et plus jamais après. Et là, je les redécouvre avec vous pour la chaîne. Oh oui, oui, et vous kiffez. Donc, tout va bien dans le meilleur des mondes, mes amis. Et en parlant donc de tout va bien dans le meilleur des mondes, Wade Barrett au commentaire, c'est un vrai catcheur. Et donc, petit extrait. Alors, petit extrait surtout, petit passage du match. À un moment, Bron Breakker fait un très beau power slam sur Jey Uso. Il fait un tombé, et là, il se relève du tombé, il fait les pompes comme le faisait son oncle, Scott Steiner, pour se la péter. Là, Wade Barrett, très intelligemment, dit: certains pourraient critiquer Bron Breakker d'avoir arrêté de faire le tombé dans un match de championnat, mais non, c'est compréhensible parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas battre Jay avec juste une prise comme ça. Et là, en fait, même si je vois exactement là où Wade Barrett veut en venir, je suis pas nécessairement d'accord. Un match de championnat, tu dois tenter de gagner le match quoi qu'il arrive, mais c'est ça la beauté du catch. Il n'y a pas de noir ou blanc, c'est toujours gris. Et d'avoir Wade Barrett expliquer ça comme ça et l'expliquer aussi clairement pour les fans et notamment les gens qui ne sont pas catcheurs, bel esprit, parce que je ne vois qu'un catcheur qui est capable de faire ça. Un mec qui a compris que BOR, DEL, DEMR2, tu fais
méga power slam pendant le match de championnat, tu fais le tomber, 1-2, mais première action, mais pourquoi t'arrêtes de faire ça? Oui, non, mais c'est parce qu'il savait qu'il allait pas le battre et qu'il se l'est pété pour rentrer dans la tête de son adversaire, pour se foutre de lui et pour que Jay se déconcentre et qu'il fasse une erreur plus tard dans le match. Voilà comment on va parler un catcheur. Parce que nous, on a vécu ça dans la chair, dans les blessures aussi, comme vous l'avez vu dans la TLR Stories et dans la TLR AM d'hier. Mais ouais, et qu'on a eu aussi des coachs et des producteurs qui nous ont gueulé dessus quand on faisait pas assez de tomber dans certains matchs. Ensuite, alors, pareil, en parlant de Braun, là, les amis, alors, dans ce match, j'ai commencé à avoir un problème avec lui, et dites-moi s'il vous plaît si vous pensez pas comme moi, ou si vous pensez comme moi. En fait, j'ai senti dans ce match que la foule savait pas comment réagir envers lui. Parce que, bon, Jay est clairement le babyface. Ça, c'est indéniable. Ça, c'est sûr. Braun est censé être heel, mais le problème, c'est qu'il est tellement bon. Il a tellement de charisme, et il fait tellement de trucs cool dans le ring, comme je disais pour American Made, pareil, que le problème, c'est que la foule est perplexe. Ils savent pas comment réagir. Et je l'ai senti comme ça dans le match. Je sais pas, est-ce que vous aussi, vous l'avez senti comme ça, que la foule a été silencieuse? Parce que, attends, on est censé le huer, le détester. Qu'est-ce qui se passe? Dites-nous, s'il vous plaît. Rajoutez un bruit de fond, là, parce que là, on sait pas comment il faut réagir. Enfin, bref. Ouais, dites-moi dans les commentaires si vous voyez ce que je veux dire. Parce que moi, je l'ai vraiment senti comme ça, ce match. J'ai senti que la foule, elle était silencieuse parce qu'ils étaient perdus. Attends, Braun, on est censé te huer ou pas t'aimer, quoi. Et mes amis, alors là, comme c'était prévisible, bien sûr, Solo Sikoa se ramène tout sauf en solo, ringside, avec sa Bloodline, sa version de la Bloodline. Jay refuse son assistance. Alors au début, Solo, alors c'était un peu bizarre le booking parce que Solo fait genre je suis là pour t'aider, Jay l'envoie bouler et après ça part en baston général. Gros face-off entre Braun et Fatou. Alors là, c'est énorme. Parce que ça, c'est ce genre de moment où l'énergie électromagnétique dans la salle est tellement élevée que c'est énorme et la foule se lève toute seule. Quand ils ont vu les deux bestias là commencer, enfin ils sont pas énormes, hein, ils doivent faire 1m85 gros maximum l'un et l'autre, mais c'est pas des gars qui font 2m5, quand même pas, malheureusement, je sais pas, mais c'est pas Undertaker et Kane, hein, c'est Braun Breaker et Jacob Fatou. Hein. Donc niveau gabarit je parle. Et là, quand ils ont commencé à se faire face en attendant la foule, ils ont fait... Ça a commencé à se lever, la foule était en délire. Et donc, comme je disais, il y a pas mal d'interférences, notamment avec les Guerrillas of Destiny, Tangaloa et Tamatonga. Et là, mes amis, il y a la fin du match. La fin de ce match intercontinental. Et en fait, franchement, alors on va se parler franchement. Avant que j'en parle, avant que je vous parle de la fin du match et qu'on voit ce qui s'est passé et pourquoi c'est passé comme ça, laissez-moi... peut-être 5-10 minutes, je vais prendre mon portable, et je vais envoyer un email à la WWE. Je vais envoyer un email à la WWE parce que apparemment ils recherchent un nouveau scripteur, un nouveau scénariste, producteur aussi, et là, mes amis, je vous l'annonce, hein, ça y est, je vais postuler comme scripteur WWE. Alors, la Bloodline coûte le titre intercontinental à Jey Uso. La question, la très très grande question, à 300 000 euros, qui est presque, je pense, la moitié du salaire annuel de Jade Cargill, je pense. J'espère que c'est pas plus, parce que waouh. Bon. La grande question, c'est pas est-ce que Jade Cargill aura son contrat reconduit ou vachement diminué à la fin de ses 3 premières années, j'imagine. Il signe pour 3 ans en général, la WWE. Non. La grande question, c'est est-ce que je vais aller chercher le passage dans une TLR Reviews précédente où j'avais émis cette, certes, forte probabilité de scénario que la Bloodline allait coûter le titre intercontinental à Jey Uso. Je l'avais dit, je crois, la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je crois. Est-ce que je vais aller chercher ce passage? Non. J'ai la flemme. Ça, je vous le dis tout de suite. S'il y en a un qui va aller le chercher, be my guest, les gars, vous me feriez rêver. Et je vous ferai une spéciale dédicace dans la prochaine tele review de Dynamite ou de SmackDown. À vous de voir. Vous choisissez. Si vous allez me chercher le passage en question et que vous le mettez genre avec la minute et tout en commentaire, et mettez dans quelle review vous voulez que je vous fasse une spéciale dédicace. Ça, c'est le premier truc. Ensuite, comme ça, je ferai une copie vidéo d'écran et je me ferai mousser en disant regardez, je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit, les amis. Enfin, je vous l'avais dit. Après, voilà. Attention. C'était prévisible quand même. On va pas se voiler la face. Mais je l'avais dit. Je vous l'avais dit. Oh oui. Et en tout sérieux et tout honneur, c'était prévisible parce que c'est la seule raison qui aurait rendu le choix ou pas, le choix
à Jay Uso de rejoindre Roman Reigns et Jimmy Uso dans leur guerre contre la Bloodline. C'était la seule solution qui aurait rendu ce choix pour Jay Uso incontournable. Maintenant que la Bloodline, Jacob Fatu a fait perdre son titre intercontinental à Jey Uso, qui était probablement l'un des plus gros accomplissements de sa carrière, le mec il a plus d'autre choix que de vouloir se venger et de rejoindre Roman Reigns et Jimmy Uso. Oh oui, oh oui. Alors mes amis, quand je vous disais que je comprenais le booking de Triple H, je disais vrai. Je vois en fait comment il book et je vois, je sens la vibe. Ça oui. Maintenant, certains, j'avoue, vont se plaindre. Beaucoup se plaignent déjà en disant que son booking est très prévisible. C'est très prévisible. On le voit venir à 20 km. D'accord. Mais franchement, moi ça me va. Parce que au moins son booking tient super bien la route dans 90% des cas. Il y a 10% où on comprend pas trop, mais ça c'est les aléas du catch, ça va à cause des blessures, à cause des renvois, à cause des mecs qui se font virer parce qu'on apprend qu'ils ont battu leur femme ou quoi. Ça, mais dans 90 des cas, dans 90% des cas, ça tient la route, c'est logique, c'est fait à long terme. Et franchement, les amis, sincèrement, vous préférez un booking comme ça qui tient la route, qui est logique, et même s'il est un peu prévisible en attendant, c'est top, ou un booking qui change au dernier moment et parfois quelques heures avant le début du show, comme c'était le cas sous l'ère Vince. Et même, j'ai presque envie de dire, sous l'ère Triple H à NXT quand j'y étais, mes amis. Marcus en avait fait souvent les frais. Pas trop moi, mais Marcus, oui. Ah ouais, non, moi je crois oui aussi. Ça nous était arrivé avec Scott Dawson et Garrett Dillon au tout début quand je les manageais. On arrive à 2h, 2-3h de l'après-midi. Ils étaient censés gagner le match. Et après, 2 heures plus tard, ah ben non, vous perdez. Ok, d'accord, si vous voulez. Bon bref mes amis, ouais, en attendant, franchement c'était quand même un bon petit Raw, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé d'autant plus que maintenant, ça y est, j'ai de bons arguments pour postuler et faire mon retour à la WWE en tant que scénariste ou producteur. Oh oui, oh oui. Et c'était encore plus agréable parce qu'on a vu ni Jade Cargill, ni Pure Fusion Collective. Oh oui, oh oui. Alors mes amis, comme vous m'avez fait plaisir, vous me faites rêver, vous mettez de la bonne énergie, de la bonne ambiance, les chiffres, les compteurs augmentent non-stop, merci, grâce à vous, et qu'il y a eu, comme je l'ai dit, un reflux de questions, un reafflux de questions, j'en ai sélectionné 2, oh oui, oh oui, aujourd'hui. Donc, alors, première question, oh oui, oh oui, de NRYXO, Enrixo, peut-être, ou Henry XO, je sais pas. Bon, moi, amigo, j'espère pas mal prononcer ton nom. NRYXO. Il me dit: Salut Tom, avec le docu sur McMahon et le passage sur le Montreal Screwjob, je me demandais si tu avais déjà vu des histoires de workers qui auraient refusé de drop un titre et comment ça avait été géré. Et comment tu appréhendes ce genre de moment où on te dit que tu vas devoir passer la main. Review, très bel esprit comme d'hab. Alors, mon cher ami, est-ce que je vais dire ce que je pense vraiment? Allez, je vais le dire. Pour moi, le Montreal Screwjob, c'est un work. Bon, voilà, ça je l'ai dit. Ensuite, deuxièmement, comment tu appréhendes ce genre de moment où on te dit que tu vas devoir passer la main? Moi, perso, je suis un professionnel. Je suis un professionnel et... en fait, par exemple, tu vois, regarde, moi j'ai regardé qu'une partie. Hein. J'ai pas tout regardé. Taker, il a interviewé Donald Trump il y a pas longtemps. Et si tu regardes bien le début de l'interview, c'est Trump qui interviewe Undertaker. Et il lui pose plein de questions sur le boulot. Et Trump lui pose une question à un moment, en mode qu'est-ce qui empêche que ça parte vraiment en baston dans un match de catch? Et Taker répond le fait de la peur de perdre son boulot. Et en fait, c'est exactement pareil. Si on te dit, par exemple, Triple H voit Sylvester Lefort et lui dit Sly, ce soir tu perds contre Enzo et tu pars en courant à la fin du match, comme un bon français. Si je lui dis non monsieur je fais pas ça, ou alors je fais ok d'accord et que devant les caméras je fais autre chose, le lendemain je suis viré. Tu vois le truc? Moi c'est comme ça que je raisonne. Alors maintenant après c'est différent. Après si tu es, alors deux choses. Faut voir déjà à l'époque. À l'époque, il y a 20, 30, 40 ans en arrière, ça se passait pas comme ça. Moi, j'y étais pas, c'est sûr, je répète ce qu'on m'a dit, mais j'ai vu assez de catcheurs qui me disaient qu'à l'époque, des fois, si le mec avait pas envie de perdre, il perdait pas. Et il faisait ce qu'il fallait faire pour gagner. Soit il blessait son adversaire, il lui pétait une jambe, soit il l'immobilisait en mode shoot. Et c'est pour ça que la plupart des catcheurs avaient une formation de shooter, de vrais lutteurs à la base. Et c'est pour ça que moi aussi j'ai fait ça, comme ça. On est prêt à toutes les éventualités dans le ring. Vous verrez dans certaines TLRAM, ça part en live. Il y en a une que j'ai faite il y a pas longtemps contre Hugo Pérez. Alors c'est ce qu'on appelle du catch sportif. On sait pas ce qui arrive et des fois on se les met vraiment dans la gueule en mode parce qu'on sait pas ce qui arrive. Donc on y va au feeling.
Donc voilà, donc faut voir donc par rapport à ta question, faut voir déjà quelle époque c'était. Aujourd'hui c'est très très rare. Et deuxièmement, faut voir aussi le montant du contrat du gars et sa position dans la compagnie, parce que c'est ça qui avait causé entre guillemets tant de débats autour de Hulk Hogan et la NWO à WCW. Si tu as si tu as un droit de regard créatif sur tes storylines dans ton contrat, et ben là tu as le droit de dire non, j'ai pas envie de perdre ce soir. D'ailleurs, bel esprit, bel esprit, bel esprit. Ça, je vous le partage, c'est une autre anecdote de ouf, de ouf. Au Performance Center, il y avait Terry Taylor qui était en coach, d'accord? Coach des mecs prêts pour la télé. Et moi, j'adorais parler avec Terry. Parce que Terry, ça avait été un des bookers de la WCW à l'époque. Hein. Et moi, vous savez, la WCW, c'est une période et une fédération avec laquelle j'ai grandi. Je suis devenu fan de catch avec la WCW NWO, ok? Donc, Terry Taylor, souvent, je lui posais des questions sur cette époque. Je lui disais, ouais, c'était comment de préparer un Monday Night Nitro, enfin, Monday Nitro, tout ça et tout. Il me disait, mec, c'était à la fois la meilleure expérience de toute ma vie professionnelle et la pire. Et je fais, ah ouais, pourquoi? Il me disait, en fait, bon, pour faire très simple, il me disait, grosso modo, Eric Bischoff finissait d'écrire le scénario de Nitro dimanche soir. Donc il le faxait à tout le monde. Faxait, hein, pas email à l'époque. Hein. Tout le monde l'avait. Et en fait, lundi après-midi, à partir de 2h de l'après-midi, quand tous les Lex Luger, les Sting, les Hogan, les Macho Man, les Hogan, c'était à 6h du soir qui se ramenaient souvent, alors que le show commençait à 8h. En fait, après, il fallait aller voir chacun de ces gars-là qui avaient un regard créatif dans leur contrat et leur demander c'est bon, ça te va le scénario, c'est bon, ça te va, c'est bon, ça te va, c'est bon, ça te va. Donc en fait, le scénario était bouclé qu'une demi-heure avant le show. Parce qu'il fallait que tous les, je vous dis, les Luger, les Nash, les Hall, les Hogan, les Macho Men disent ok, je suis d'accord pour faire ça. Et donc le truc, voilà, en fait, pour répondre à ta question, moi personnellement, j'ai jamais eu de mal avec ce genre de truc parce que je suis un professionnel et puis c'est une époque différente et j'ai pas une position dans une compagnie, en tout cas la WWE, pour faire ça. Après, sur les indies, c'est différent. En fait, moi, je me place du point de vue, si le truc a du sens, ok, on le fait. Si ça n'a pas de sens et si ça n'apporte rien à personne ou si ça rapporte qu'à une seule personne mais qui ne le mérite pas, parce qu'elle bosse pas assez ou parce qu'elle n'est pas assez bonne tout simplement dans le ring, là, on va peut-être modifier le scénario. Parce qu'il faut quand même que tout le monde grandisse dans une histoire, ok? Enfin, moi, c'est mon point de vue. Oh oui, oh oui. Voilà, mon ami, NRYXO, j'espère avoir répondu à ta question. Et deuxième question sélectionnée de Bordeaux 76. Scarlett Bordeaux peut-être? Oh oui, oh oui. J'espère bien, mais je pense pas qu'elle parle français. Elle m'avait fait délirer. Je l'avais expliqué ça un jour avec dans une review, je crois, ou alors c'est dans une interview avec Beast. Un jour, on était allé voir un show en Californie et il y avait Scarlett Bordeaux et Karrion Kross, enfin, ou je sais plus comment il s'appelait à l'époque. Je sais plus son nom sur les indies. Et à la fin du show, moi j'étais resté pour dire bonjour à tout le monde. C'était en Californie, donc je connaissais quasiment tout le monde, et notamment celui qui avait construit le ring, Jesse Hernandez, dont j'en reparlerai sûrement dans des TLR Stories. Et comme tout le monde nous connaît, enfin tout le monde me connaissait quasiment, il y avait Joey Ryan, il y avait. Enfin, dans Joey Ryan. Oui, non, c'était le booker, c'était bar Wrestling. C'était avant le Covid, hein, avant qu'il y ait tout qui se fasse blacklister, je crois. Je crois qu'il a été blacklisté, Joey Ryan. Il y avait Taya Valkyrie, il y avait Johnny Nitro, il y avait Brian Cage, il y avait en fait que des gars que j'ai plus ou moins déjà croisés dans ma carrière. Et en fait, comme je disais bonjour à tout le monde, Scarlett Bordeaux que je connaissais pas et Karrion Kross pareil, à la fin du show, elle disait mais on voyait du regard qui se disait mais c'est qui ce gars-là, c'est un booker important dans notre pays, il a pas l'air d'être américain et tout, ils étaient venus me serrer la main et tout, parce que en fait ça avait en mode, j'étais là avec crâne rasé, la barbe, ça se voyait que j'étais un ancien catcheur, mais tu sais en plus massif et tout. Et c'est marrant parce que tu sais, les vrais pros ils voient ça. Ils reconnaissent un gars qui a l'air d'être quelqu'un dans le business. Oh oui, oui. Bref, Scarlett Bordeaux, très mignonne. Et est-ce que c'est toi, Bordeaux 76? Non, je ne pense pas. Allez, tu m'as mis deux questions. La première, justement, c'est des questions qui certainement pas trop de lien avec le catch. C'est parti. Première question, tu as dit que tu étais végétarien. Ça doit être rare dans le milieu. Pourquoi cela et comment tu le gères pour la muscu? Quel complément tu prends? Pourrais-tu évoquer des repas que tu consommes fréquemment? Alors, pourquoi végétarien? Parce que au bout d'un moment, j'en ai eu marre d'avoir des tendinites partout. Et dès que j'ai commencé à calmer la viande, elles sont parties direct. Donc ça m'a fait réfléchir. Ensuite, maintenant, et pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai mis une story hier, ou un clip magnifique, où la fin du clip dit: est-ce que vous pensez sincèrement que si un jour vous rencontrez un ange dans votre vie, un ange physiquement devant vous, vous pensez qu'il sera en train de manger de la viande ou en train de manger de la chair d'un autre être vivant? Et là, en fait, bon, après, c'est grosso modo, ça résume ma façon de penser. Non pas que je me prenne pour un ange, mais je me dis, manger de la chair d'un être vivant, forcément, tu attires en toi des mauvaises vibrations. Point barre. C'est vraiment, je te fais un gros résumé, parce qu'on en est presque à 1 heure de review. Et donc,
voilà, c'est principalement pour ça. C'est un point de vue spirituel. Et après, attention, vous faites ce que vous voulez. Moi, je suis pas le hardcore vegan. Non, je suis végétarien. Déjà, je mange des œufs et du lait quand même. Et des produits laitiers, notamment du fromage. Et donc, c'est ça. Donc, niveau muscu, c'est pas trop compliqué parce que ça va. Il y a tellement de choses pleines de protéines, blindées de protéines qui ne sont pas de la viande. Les fruits secs, cacahuètes, amandes, noix de cajou. Il y a les œufs. Il y a les. Maintenant, ils font énormément de fromage ultra protéiné. Protage. Voilà, c'est des fromages protéinés. Les protages. Oh oui, oui, on invente des mots. Tout comme on a inventé le mot acknowledger, oh oui, oui. Maintenant, on a inventé le mot protage, fromage protéiné, oh oui, oui. Ensuite, il faut appeler le gros Larousse. Non, le petit Larousse ou le gros Robert, oh oui, oui. Ensuite, il y a quoi d'autre? Il y a les yaourts iPro, Danone, les yaourts protéinés, il y a le Skir. Yo, il y a tellement de trucs. Il y a le tofu aussi, si t'aimes ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi en dernier? Je te dis, il y a plein de fromages. Yo, tu prends du Brie Daylight 0%, c'est une boule de protéines le truc. Le truc il fait 250 grammes, je crois que tu as 30 grammes de protéines pour 100 grammes ou 25 grammes. C'est mieux que du poulet ou un steak. C'est un truc de ouf. Un truc de ouf. Il suffit juste d'ouvrir les yeux et de se renseigner. Mais non, ça va, j'ai vraiment pas de mal. Et au contraire, niveau énergie, je suis au top du top du top du top du top. Pareil, niveau muscle, oui, oui. Et donc voilà. Donc j'ai évoqué les repas que je consomme fréquemment. Et en complément, créatine, ça c'est la base. Créatine, il faudrait que tout le monde en prenne parce que ça vous aide aussi sur les capacités intellectuelles et neurologiques. Des fois des trucs pour les articulations. Pré-workout, ah oui. Caféine et pump. Oh oui, oh oui. Bel esprit, bel esprit, bel esprit. Voilà, voilà. Ouais, whey protéine aussi. Ouais, la whey ou. Pas de protéines végétales parce que déjà elles valent super cher. Et puis de toute façon, ils les font pas sur Iron Shark Nutrition. Et Iron Shark Nutrition, oh oui, oh oui. Code bel esprit 10 pour moins 10% sur vos commandes. Et deuxième question. Alors, si tu étais scénariste à la WWE, avec quel catcheur aurais-tu aimé programmer une storyline, moment de l'histoire, heel, face, intrigue, et si tu devais le faire aujourd'hui? Eh bien, pourquoi j'ai pris aussi ton commentaire? Parce que comme vous l'avez vu avec la défaite de Jey Uso à cause de son frère Solo Sikoa et la Bloodline qui lui a coûté le titre intercontinental et qu'il va lui laisser aucun autre choix que de rejoindre Roman et Jimmy dans leur guerre contre la Bloodline version .2, eh bien je vous ai prouvé que, en effet, si j'étais scénariste à la WWE, je pense qu'il retiendrait mes idées, mes amis. Oh oui, oui, alors désolé, j'ai pas répondu à ta question, mais en fait, il faudrait faire toute une vidéo là-dessus, et malheureusement, à 56 minutes environ de review, nous allons en rester là, mes amis. Oh oui, oui, c'était la tele reviews de Monday Night Raw du 21 octobre 2024, mes amis, j'espère que vous avez kiffé. On se voit pour la review de Dynamite. Je pense peut-être que le vlog sera posté avant, parce que la review de Dynamite, ça sera jeudi matin. Mais donc, c'est pour ça. Alors, abonnez-vous, s'il vous plaît, bien sûr. Mettez la cloche. Mettez la cloche, comme ça, j'ai pas de planning précis, à part, bien sûr, les reviews et les TLRAM, mais pour les vidéos bonus, comme le vlog, par exemple, ou les TLR Stories, il n'y a pas de planning précis. C'est quand elles sont prêtes, boum, elles partent. Et là, le vlog, il a été uploadé. Il faut juste qu'on finisse la miniature avec Alex. Ça, c'est le premier truc. Deuxièmement, donc, mettez la cloche. Au moins, vous serez prévenu quand il y a une nouvelle vidéo. Et le gros morceau, ça va être la semaine prochaine. La semaine prochaine, le thème de la semaine, ça sera un jour, une vidéo. Oh oui, mes amis, gardez le bel esprit, gardez la foi, gardez le moral, et surtout, bah en fait j'ai tout dit, surtout, gardez le bel esprit. Ah